Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. Une suite à l'affaire Cahuzac, la déclaration choc hier d'un ancien banquier de Genève au Sénat sur une liste de 15 hommes politiques détenteurs de comptes en Suisse suscite de plus en plus de curiosité. La droite crie au tripatouillage électoral. La gauche défend un juste rééquilibrage territorial. La réforme bloquée pour l'instant du mode d'élection des sénateurs face à face. Dans le 19h, le socialiste Philippe Kaltenbach et l'UMP Philippe Bas. Dans un instant. Conserver la belle avance d'Airbus face aux bouleversements à venir, notamment technologiques dans le transport aérien. Le sénateur Roland Courteau explore les technologies du futur qui ont aussi leur part de rêve. Il viendra nous en parler. Y a-t-il une liste de 15 noms, ministres actuels ou anciens, détenteurs de comptes en Suisse? Les déclarations au Sénat hier d'un ancien cadre de la Banque Rel de Genève, témoin dans l'affaire Cahuzac, confirmé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, suscitent bien des interrogations. Marie Brémaud. C'est une liste qui pourrait faire trembler la République. Pierre Condamin-Gerbier, ancien cadre de la Banque Suisse Rel et compagnie, dit avoir en sa possession les preuves qu'à droite comme à gauche, il y a d'autres Cahuzac. En d'autres termes, il y aurait au plus haut sommet de l'État des évadés fiscaux. Le nombre de situations politiques directes dont je peux témoigner représente à peu près une quinzaine d'individus, à l'intérieur desquels se trouvent des responsables politiques, ministres, et de la précédente et de l'actuelle majorité. Un témoignage explosif qui suscite le silence ou l'agacement. Merci beaucoup de cette question sympathique. Je ne sais pas si j'y crois pas, mais les gens qui ne donnent pas les noms et qui font des déclarations comme ça, j'attends de voir, c'est tout. Donner les preuves de ce qu'il atteste au sein de la classe politique, c'est ce que tout le monde réclame, car la personnalité de Pierre Condamin-Gerbier peut troubler. Ancien cadre de l'UMP en Suisse, cela fait plusieurs semaines qu'il lance des affirmations sans en apporter les preuves. Il dit craindre pour sa sécurité. Je crois que si ce monsieur a une telle liste, il faut qu'il la communique à la justice et qu'il arrête d'en parler, d'entretenir du suspense, de donner un caractère un peu policier, roman policier. À la justice désormais de mener l'enquête. Si les propos de ce banquier n'étaient pas avérés, les sénateurs pourraient se retourner contre lui. Pierre Condamin-Gerbier, avant son audition, a prêté serment et juré de dire toute la vérité. Merci beaucoup. Et s'il y a une liste, eh bien, qu'elle soit donnée à la justice, dit pour sa part le ministre de la Consommation, Benoît Hamon, un peu plus loquace donc que Manuel Valls, que nous avons vu à l'instant. Au lendemain des deux nouvelles mises en examen dans l'affaire Tapie, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, et Jean-François Rocky, l'ancien président du consortium qui avait liquidé le passif du Crédit Lyonnais, le gouvernement confirme qu'il va déposer un recours contre l'arbitrage contesté. Déclaration il y a un instant du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. La signification de cette nouvelle réplique officielle avec Camilla Campusano. L'État s'engage. Il contestera officiellement l'arbitrage de l'affaire du Crédit Lyonnais. Une décision de Matignon qui devrait rapidement se concrétiser. L'État s'est constitué partie civile pour avoir accès au dossier et pour faire en sorte de veiller, c'est son rôle, à ce que les intérêts des contribuables ne soient pas lésés. Et dans cette perspective-là, tous les moyens d'action qui sont à notre disposition sont et seront envisagés en fonction du développement du dossier. Un dossier tentaculaire qui semble remonter de plus en plus haut, des raisons qui poussent l'État au recours en révision, une procédure quasiment sans précédent. Dans ce système d'arbitrage, l'appel reste exceptionnel. C'est évidemment un symbole très fort. L'État qui s'est engagé à avoir recours à l'arbitrage, maintenant souhaite réviser cette sentence. C'est qu'il estime effectivement avoir été floué, que certains ont œuvré à l'encontre de l'État dans le cadre de cette affaire. Et encore une fois, ça suppose qu'il y ait la preuve qu'on ait pesé sur la conscience des arbitres et qu'ils aient pris une décision, qu'ils n'ont pas pris une décision en toute indépendance. C'est donc la Cour d'appel de Paris qui devra trancher s'il y a eu fraude ou non. Une procédure qui devrait prendre moins de 2 ans. Et en cas d'annulation de l'arbitrage, Bernard Tapie devrait rembourser les 403 millions d'euros qu'il a touchés. Et donc les juges ne vont pas s'arrêter là, eux, puisqu'ils ont retenu une escroquerie en bande organisée. Avec nous, Michael Zamès. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Michel. On s'interroge donc sur les noms à venir.
Oui, absolument. C'est les juges, vous savez, ils veulent aller tout en haut. Et en haut, c'est l'Élysée, tout simplement. Faute de pouvoir entendre Nicolas Sarkozy, parce qu'il a un statut très particulier, ils vont demander des explications aux impliqués qui sont dans ce dossier. Alors c'est une bombe. Une affaire d'État, il ne faut pas le cacher, les qualificatifs ne manquent pas, mais simplement on peut se demander jusqu'où ça peut aller. Alors je vous propose d'écouter la ministre Fleur Pellerin, c'était ce matin. Vous voyez, elle ne mâche pas ses mots. Pour elle, il s'agit d'un système. Quand même un système qui est un système qui a été mis en place au cours des 10 dernières années. Et je crois que ce n'est pas la seule illustration. Vous avez l'histoire des prélèvements en espèces sur les frais d'enquête de Guéant. Vous avez le financement libyen de la campagne de 2007. Vous avez l'affaire Bettencourt. Enfin, il y a quand même une série d'événements récents qui mettent en lumière pas l'action d'un homme, mais vous avez bien affaire à un système organisé par le précédent pouvoir. Je crois qu'on peut le dire aujourd'hui clairement. Voilà, Fleur Pellerin, donc la secrétaire d'État à l'économie numérique. Mickaël, des figures politiques sont citées. Oui, en tout cas dans cette enquête, une personne est nommément citée. Évidemment, tous les faisceaux de lumière, c'est pour Claude Guéant, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, qui a déjà été perquisitionné dans cette enquête. Il a reçu à de nombreuses reprises Bernard Tapie à l'Élysée et organisé une réunion cruciale dans son propre bureau avec Bernard Tapie. Ça a été aujourd'hui confirmé par Stéphane Richard lors de son audition hier. Et tout porte à croire donc qu'il pourrait lui aussi être probablement convoqué à nouveau par les juges. Il ne sera pas le seul dans son cas. Son adjoint de l'époque, François Perrol, qui est aujourd'hui le patron du groupe Banque Populaire Caisse d'épargne, devrait également subir le même sort. Et déjà entendu par la Cour de justice de la République, qui est ressortie avec le statut de témoin assisté, Christine Lagarde devrait-elle aussi certainement voir ce statut évoluer. Une autre personnalité est aussi dans le collimateur, même s'il a toujours nié s'être occupé de ce dossier, c'est Jean-Louis Borloo, éphémère ministre de l'économie, mais qui à l'époque a présenté Bernard Tapie à Stéphane Richard. Vous le voyez, c'est une bombe politique qui a déjà provoqué de nombreuses déflagrations. Eh bien, il faut s'attendre dans les prochains jours à d'autres dommages certainement collatéraux. Merci Mickaël Zamès. Ultime hommage à Pierre Mauroy aujourd'hui à Lille, 2 jours après les honneurs rendus aux Invalides. En présence de Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry, émue, a remercié son mentor lillois en lançant « Ne t'inquiète pas, on continue ». J-1 avant l'ouverture avec fracas, sans doute, du débat sur les retraites. En effet, la commission Moreau dévoile demain ses propositions choc, allongement de la durée de cotisation, recul de l'âge de départ, équité entre les régimes du privé et du public. La conférence sociale débattra de toutes ces options en fin de semaine prochaine. Mais dès ce matin, une conférence parlementaire a montré que droite et gauche se rejoignent sur l'idée d'une indispensable réforme. Nathalie Guillouard. À la veille de la remise des propositions par Yannick Moreau sur le dossier chaud des retraites, pas de passe d'armes ce matin entre la gauche et la droite. Le ton est donné, il serait temps de réformer. Je crois qu'effectivement, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, à la fois des réalités démographiques, des réalités économiques et de la nécessité d'apporter une réponse et le plus rapidement possible. Bien sûr qu'il peut y avoir un consensus, en tout cas je l'espère. Il faut au moins une fois dans ce pays que la droite et la gauche puissent présenter et avoir un consensus sur un sujet aussi important qu'une réforme des retraites. Un consensus qui risque de ne pas durer longtemps. À l'UMP, on est favorable à une égalité des règles entre le public et le privé. Un point sensible pour le gouvernement, car la question divise. J'estime qu'il y a une vraie attente des Français en matière de différence de règles de retraite. C'est un faux débat, tout simplement parce que s'il y a des règles différentes entre fonctionnaires, enfin entre fonction publique et privée, c'est que les carrières sont différentes. Le déficit des retraites s'élève à plus de 13 milliards d'euros. Le gouvernement doit donc maintenant faire le tri des propositions de Yannick Moreau présentées ce vendredi. Avec l'objectif en tête, éviter que le débat ne finisse dans la rue. Et Pierre Gattaz est désormais assuré de présider le MEDEF. 2 autres candidats à la succession de Laurence Parisot se rallient en effet à lui, Geoffroy Roux de Bézieux et Patrick Bernasconi. Vote de l'Assemblée générale du MEDEF le 3 juillet. Les sénateurs ont donné leur feu vert aujourd'hui à une proposition de loi centriste ouvrant la voie à l'expérimentation des maisons de naissance permettant aux femmes d'accoucher sans être hospitalisées. La réforme du mode de scrutin des sénateurs prend du retard. L'UMP et les centristes dénoncent en chœur une manœuvre politique visant à garantir le maintien à gauche du Sénat. L'augmentation du nombre de sénateurs élus à la proportionnelle s'apparente, selon Jean-Claude Gaudin, à un équarrissage. Explication de Louis Sibyl avant notre débat.
Avec la proportionnelle à partir de 3 sièges, la majorité sénatoriale s'offre donc une marge de 20 sièges. Il faut quand même qu'on vous le dise. Pour la droite, la manœuvre est claire. Avec la réforme du mode de scrutin des élections sénatoriales, la gauche veut conforter sa majorité au Sénat. Dans son projet de loi, le gouvernement veut élargir la proportionnelle aux départements qui élisent au moins 3 sénateurs. Avec ce choix, 7 sénateurs sur 10 seront élus à la proportionnelle, contre 1 sur 2 seulement aujourd'hui. Ce scrutin est traditionnellement plus favorable à la gauche. Un autre point a fait polémique. La réforme devrait donner plus de poids aux villes dans l'élection des sénateurs. Or, c'est la gauche qui est mieux implantée dans les zones urbaines. Je pense que c'est un léger rééquilibrage. D'abord, premièrement, ça permettra d'avoir plus de femmes au Sénat qu'il y en a aujourd'hui. Je crois que c'est une bonne chose, puisqu'on s'aperçoit que la majorité des sénatrices sont issues des scrutins à la proportionnelle. Donc il y en aura un peu plus, ce qui est très bien. Et puis il y a un léger rééquilibrage pour les communes de plus de 30 000 habitants, qui seront peut-être mieux représentées dans les départements où elles existent. Pour les sénateurs de droite, ce rééquilibrage en faveur des villes va à l'encontre d'une des fonctions du Sénat, représenter plus les territoires que les populations. Ils adaptent les lois à leurs objectifs. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça porte malheur de changer les lois électorales. Et donc ça va leur retomber sur le nez. Mais cela dit, il est clair que en permanence, la victime est désignée et la victime, c'est le territoire, c'est la ruralité. Jean-Pierre Raffarin le sait. Les grands électeurs qui choisissent les sénateurs sont pour l'essentiel des conseillers municipaux. Or, les municipales de mars 2014 pourraient affaiblir la gauche 6 mois tout juste avant les élections sénatoriales. Avec nous donc Philippe Kaltenbach, sénateur PS des Hauts-de-Seine, bonsoir. Et vous êtes le rapporteur de ce projet de loi donc de réforme du mode d'élection des sénateurs. Face à vous ce soir, Philippe Bas, sénateur UMP de la Manche. Bonsoir et merci d'être là tous les deux. Alors, on le voit, le débat s'enflamme, monsieur Kaltenbach. La gauche est accusée de tripatouillage et même d'équarrissage, vous l'avez entendu par Jean-Claude Gaudin, pour sauver le Sénat de gauche. Est-ce que vos motivations donc avec cette loi sont totalement 100% pures? Bien sûr, la gauche défend la proportionnelle depuis longtemps. D'ailleurs, pour l'élection de 3 sénateurs, le gouvernement Jospin l'avait déjà fait voter en 2000. C'est la droite qui est revenue à une proportionnelle jusqu'à 4. Et donc nous revenons en fait à la situation qui prévalait en 2000 lorsque le gouvernement Jospin avait instauré cette proportionnelle à 3, qui favorise la parité. Alors pour être clair, parce que ce n'est pas forcément clair pour les gens qui nous regardent, l'idée c'est aujourd'hui il y a un sénateur sur 2 qui est élu à la proportionnelle, la réforme ferait qu'il y en aurait 7 sur 10. On dit que ça favorise automatiquement la gauche. La droite a fait les calculs. C'est mathématique, allez, ils auront 20 sièges de plus assurés. J'ai entendu M. Gaudin annoncer déjà les résultats des prochaines élections sénatoriales. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de voter dans un an. Non, soyons sérieux. Les grands électeurs vont voter. Il y a des départements qui élisent 3 sénateurs. Aujourd'hui, avec le mode de scrutin, lorsqu'un camp a plus de la moitié des grands électeurs, il peut obtenir les 3 sièges. C'est injuste. Avec ce nouveau mode de proportionnel, un camp minoritaire pourra quand même être représenté dans un département, et je crois que c'est plus juste et plus démocratique. Et en plus, on le sait, la proportionnelle favorise la présence de femmes élues au Sénat, et c'est aussi, je crois, une bonne chose. Nous n'avons que 22% de sénateurs qui sont des sénatrices. Avec la proportionnelle, il y aura plus de femmes au Sénat, et c'est tant mieux. Donc que des vertus, plus de femmes, plus de représentation de tous les partis. Philippe Bas, je vous ai entendu sur les premiers mots de votre collègue éclater d'un rire sardonique. Vous l'avez trouvé sardonique? Non, mais je m'en excuse, je ne voulais pas être sardonique, non. J'étais surpris du propos tenu par mon excellent collègue. Et à vrai dire, j'aimerais lui faire crédit des bonnes intentions qu'il affiche. Davantage de sénatrices, plus de pluralisme, et tout ça est magnifique, merveilleux. Meilleure représentation des Français également. Mais derrière les intentions, il y a les réalités. Et n'oublions pas, et votre reportage d'ailleurs l'a très bien rappelé, que la Constitution a prévu un Sénat, elle n'était pas obligée de le faire, pour représenter les collectivités territoriales de la République. Il faut les représenter démocratiquement, c'est certain, mais à partir du moment où on rechercherait une sorte d'identité entre ce que pèse le sénateur dans tous les départements en matière de population, eh bien, on ferait fausse route, car précisément la définition même du Sénat, c'est qu'il y a une inégalité intrinsèque. Regardez, prenez 2 départements de la même population. Je prends par exemple la Manche et la Drôme.
La Manche a 601 communes, la Drôme 369. Et donc nécessairement, eh bien, il y a plus de représentation rurale dans l'élection de la Manche que dans l'élection de la Drôme. C'est parce que ce sont les communes qui sont représentées. C'est ce qu'a voulu le constituant. On n'a pas voulu avoir 2 assemblées représentant directement le peuple. On a voulu une assemblée qui représente directement le peuple et une assemblée qui représente les Français à travers leurs communes. C'est une attaque du dogme constitutionnel. Non, pas du tout. Le projet du gouvernement ne remet pas du tout en cause le bicamérisme et le fait que le Sénat, en effet, représente les collectivités territoriales. D'ailleurs, après la réforme, les communes rurales continueront à être largement favorisées, mais on va rééquilibrer un petit peu. Moi, j'ai quelques chiffres qui sont parlants. Aujourd'hui, un grand électeur qui vient d'une commune de moins de 3000 habitants représente en fait 200 habitants. Un électeur qui vient d'une grande commune, lui, représente plus de 1000 habitants. Avec la réforme, on va rajouter quelques grands électeurs et on va passer de 1 pour 1000 et quelques habitants à 1 pour 700 habitants. Donc l'avantage va rester aux communes rurales, mais on va rééquilibrer en faveur des grandes villes. Ça veut dire forcément bonus pour la gauche ? Non, pas forcément. Pourquoi forcément Monsieur Kaltenbach, pourquoi forcément Regardez Marseille. Marseille est dirigée par la droite et elle va bénéficier de nombreux grands électeurs supplémentaires. Il y a une grande différence. Le système que vous allez préconiser, ça va faire que des gens qui ne sont pas élus, qui ne sont pas membres de conseils municipaux, vont être choisis comme grands électeurs, alors que la Constitution a prévu que c'était les représentants des communes, c'est-à-dire les élus de la population qui votaient pour les sénateurs. Là, il y aura de plus en plus de délégués qui vont être choisis parmi les militants dans les conseils municipaux des villes importantes. C'est une dénaturation, une altération profonde de ce qu'est le Sénat. Il doit représenter des collectivités territoriales et pas des militants qui auront été choisis par des collectivités territoriales. Que la gauche s'est animée uniquement par des arrière-pensées électorales. Vous le dites ce soir ? Je suis convaincu, ne voyons pas de raison justifiée de faire cette réforme parmi celles qui sont présentées en affichage par le gouvernement, qu'il y a en effet des intentions politiques qui sont très claires. Mais regardez, dans aucun pays au monde, on aurait ce genre de discussion. En Allemagne, vous avez la deuxième chambre, eh bien, la Westphalie, Rhénanie du Nord, qui fait 18 millions d'habitants, elle a exactement 18 millions d'habitants, 6 élus. La Bavière, 12 millions et demi d'habitants, 6 élus. On ne cherche pas, quand on doit représenter des territoires, à avoir un nombre de représentants proportionnel à la population. Mais vous reconnaissez que les territoires ont évolué ces dernières années. La répartition de la population n'est plus tout à fait la même. Monsieur Bas est tourné vers le passé. C'est vrai que lorsque le Sénat a été élu au scrutin universel pour la première fois en 1875, chaque maire votait et seulement le maire. Donc chaque commune avait une seule voix. La ville de Lyon ou de Marseille avait une voix et le plus petit village avait aussi une voix. Depuis on a progressé et avec cette réforme on continue à progresser et reste un avantage, même après la réforme, très important pour les petites communes, ce qui n'est pas scandaleux en soi, mais ce qui, je crois, doit être noté. Il ne s'agit pas d'affaiblir le monde rural, il s'agit juste de rééquilibrer de façon modeste, de façon à ce que les grandes villes qui se développent ne soient pas trop sous-représentées. Et vous aurez maintenant des sénateurs qui seront élus par des gens qui ne sont pas eux-mêmes des élus. C'est ça la dénaturation du Sénat. Marginalement, vous l'augmentez substantiellement. Dans certains départements, ils seront plus de 25% des grands électeurs, et vous le savez très bien. Au total, les grands électeurs non élus, conseillers municipaux, conseillers régionaux, conseillers généraux, représentaient avant la réforme 8% du total du corps électoral, on va passer à 10%. On ne peut pas dire que l'augmentation soit scandaleuse. Dans certains départements, ne le niez pas, c'est la vérité. 35%, même 35%. Lorsqu'il y a des grandes villes, il faut quand même tenir compte du fait urbain. La France a évolué depuis 2 siècles, monsieur Bas. Dieu merci, elle a évolué. Nous accompagnons ces évolutions. Nous sommes comme vous. Nous ne nions pas les évolutions. Mais si vous voulez un Sénat qui représente les collectivités, il faut qu'il représente des collectivités par leurs élus. Il faut aussi qu'il représente les grandes collectivités et pas seulement les petites. Mais il les représente aussi, et le monde rural et le monde urbain doivent être entendus et défendus. Il faut trouver des accords parce que de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont complémentaires. Donc travaillons ensemble pour faire avancer des textes de loi pour les collectivités et ne cherchons pas à opposer le monde rural d'un côté qui serait maltraité pour ce genre de manipulation qui est contraire à l'esprit même du Sénat. Je regrette de c'est un rééquilibrage vers plus de justice.
Vous avez une vision oui, ça, c'est la conservatrice, justice, en conservatrice effet. du Sénat. Et la proportionnelle dans les départements de 3 sénateurs, qui est un système qui ne peut pas jouer quand il y a si peu de sièges, mais seulement quand il y en a 5, 6, 7. Ça ne peut pas marcher. C'est attribué automatiquement aux 2 principaux partis, les 2 premiers sièges, et éventuellement le 3e à la loterie. Quel que soit l'avenir de cette réforme en débat, j'ai douté que les radicaux de gauche, d'ailleurs, vos alliés, étaient hostiles à cette extension de la proportionnelle. Ils l'ont remarqué aussi. Ils ne l'ont pas voté en commission, mais je crois qu'ils ont ouvert la porte pour le vote qui aura lieu le 18, le 18 prochain dans l'hémicycle. Quel que soit, donc, vous prenez vos désirs pour des réalités. Quel que soit le sort de cette réforme, messieurs, Philippe Bas. J'ai bien écouté les orateurs et j'ai senti que les radicaux de gauche allaient sûrement faire évoluer leur position. Philippe Bas, en tant qu'UMP, vous serez d'accord pour dire que ce sont que les municipales de l'an prochain, de toute façon, vont précéder les sénatoriales de 6 mois et que ce sont les premières élections, les municipales, qui vont déterminer du positionnement politique du Sénat plus que la réforme du mode de scrutin. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est l'essentiel. Vous serez d'accord. Dieu merci. Mais vous savez, tous les gouvernements qui ont fait ça, et tout le monde a péché dans ce domaine, ont toujours été punis. Et ce gouvernement le sera comme les autres. Bon, parce que ça s'est arrivé aussi dans un autre sens. Oh, mais oui, mais chacun peut le reconnaître. Et c'est pourquoi on devrait bien en tirer les leçons. Très bien, merci messieurs. On suivra donc l'évolution de ces réformes. La semaine prochaine, le vote le 18, donc le nouveau mode de scrutin des sénateurs. Tout autre chose, maintenant, on parle des défis du futur pour l'aviation civile avec le sénateur PS Roland Courteau qui va nous rejoindre dans un instant et qui donne les clés dans un rapport pour que la France et l'Europe gardent leur avance avant de l'accueillir. Donc on va voir à quoi va ressembler selon lui l'avion du futur avec Cécile Sixou. Plus de passagers, mais moins de carburant, de bruit et d'émissions de CO2. Pour répondre à cette difficile équation prévue pour 2040, les chercheurs prévoient de construire des avions plus légers, car moins de poids, c'est moins de carburant. 1 tonne en moins sur un avion équivaut à une économie de 6000 tonnes de combustible sur toute sa vie. Les ingénieurs réfléchissent également à changer le moteur de place. Au lieu d'être sous les ailes, il serait intégré au fuselage à l'arrière, une manière de réduire les traînées, mais aussi le bruit. Autre avancée, créer des moteurs en céramique, beaucoup plus légers que les matériaux actuellement utilisés et tout aussi résistants à la chaleur. Dernier domaine sur lequel travaillent les ingénieurs, le kérosène. Il faut trouver des carburants alternatifs, moins coûteux et moins polluants. L'une des pistes serait celle des microalgues. Problème, actuellement, cette ressource coûte encore trop cher. Des innovations nécessaires dans un marché très concurrentiel, mais le sénateur Roland Courteau tire la sonnette d'alarme. Avec la crise, les budgets de recherche ont été réduits de 80 millions d'euros en France. Mais le transport aérien, lui, va continuer à progresser partout dans le monde, n'est-ce pas, Monsieur Courteau? Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est une chance, évidemment, pour ce secteur industriel, dans lequel nous sommes très présents. C'est aussi un défi, vous nous dites. C'est un défi, oui. Une grande question. La France et l'Europe, seront-elles capables, à l'horizon 2030-2040, de conserver l'avance qui est la leur aujourd'hui? Je rappelle que c'est une question majeure, puisque l'aviation civile en France, c'est 330 000 emplois directs et 1 million d'emplois directs et indirects. Alors le défi est le suivant. Nous savons tous qu'à l'horizon 2030-2040, il y aura un doublement du nombre de passagers. Nous sommes aujourd'hui à environ 2,7 milliards. 2030-2040, nous serons à plus de 5 milliards de passagers. Ce qui signifie que nous allons devoir progresser, et progresser frontalement sur l'ensemble des secteurs, et ce qui va nécessiter un énorme déploiement scientifique et technologique. Parce qu'il y a à notre portée des nouvelles technologies qui sont fascinantes. On en a dit un mot là. Alors déjà, il faut bien sûr alléger la facture de kérosène. Oui. Avec, alors on l'a dit, les micro-algues qui pourraient éventuellement faire voler les avions demain. Et puis on va utiliser des matériaux tout à fait inédits. On l'a dit il y a un instant. Les composites. Les composites. Composites carbone. Leur principal avantage, c'est d'alléger la masse des avions. Il faut savoir que si on allège d'1 tonne la masse d'un avion, sur toute la durée de vie de cet avion, on va économiser 6000 tonnes de carburant. Et on va réduire d'autant les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez d'abord ce problème-là qu'il faut régler. Vous avez l'architecture des avions qui va évoluer.
Alors des recherches ont lieu aujourd'hui sur... Ça veut dire quoi? Disons la configuration elle-même des avions. D'accord. Mais il aura toujours la même forme. Enfin, je veux dire, on imagine, il y aura la cabine centrale. Depuis 60 ans, effectivement, on est dans le fixisme des architectures. C'est-à-dire un cylindre, deux ailes basses et puis un empennage à l'arrière. Là, il se pourrait très bien, les recherches ont lieu à ce niveau, que l'on quitte ce type d'architecture et que l'on s'oriente vers, par exemple, l'aile volante. Mais j'aimerais bien vous le présenter avec un dessin ou une photo, ou l'aile haubanée ou l'aile rhomboédrique. Mais ce sont des techniques, en tout cas des architectures qui sont avant-gardistes d'une certaine manière et qui devraient permettre d'alléger ces avions et donc de favoriser également l'aérodynamisme et donc de consommer moins de carburant et d'émettre moins de gaz à effet de serre. L'avion de demain n'aura peut-être plus 2 ailes, mais enfin tout un système beaucoup plus sophistiqué. Hein, peut-être, voilà, très bien. Je note dans votre rapport que vous mettez l'accent également sur le contrôle aérien. Oui. Vous parlez... Navigation aérienne. Du contrôle, de la sécurité alors qu'on sort d'une grève des contrôleurs contre le ciel unique européen. J'ai cru comprendre à vous lire que vous étiez favorable à cette option. Ça, écoutez, le ciel unique européen, moi je me suis projeté... Aujourd'hui, il y a 27 systèmes nationaux différents dans l'Union européenne. C'est incroyable. Les choses ont évolué à ce niveau. Il y a 9 blocs d'espace aérien qu'on appelle les FAVEC et qui ont pour but justement de mieux favoriser les trajectoires et donc de réduire les retards. Je voudrais quand même préciser qu'en ce moment, 18% des vols enregistrent des retards supérieurs à 15 minutes. Donc moi je me suis projeté dans l'avenir. Je ne suis pas dans le présent. Et donc, je ne peux pas vous dire si le ciel unique européen aujourd'hui peut avoir un certain nombre d'inconvénients, notamment pour les contrôleurs. Roland Courteau, on a parlé donc de l'avion du futur, mais il n'y a pas que l'avion, il y a son environnement. Il y a par exemple les pistes d'atterrissage qui pourraient évoluer, non? Oui, d'ailleurs, il y a des recherches aux États-Unis, c'est une bonne question, qui permettent de dire qu'on pourrait inventer, il a déjà été inventé, ce que l'on appelle le béton mou. Alors, béton mou que l'on mettrait en bout des pistes et qui, dans le cas d'un décollage raté, freinerait les roues de l'avion et éviterait ainsi que l'on ait à procéder à des rallongements de pistes. Donc il y a un gain également d'espace terrestre. Très bien, on souhaite bonne chance à tous les ingénieurs et on les encourage avec vous, Monsieur Courteau. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk, à suivre sur les chaînes parlementaires Assemblée nationale. État de santé. Bonsoir à tous, à très vite. « 1,2 million de personnes visitent chaque année le pont du Gard, un chiffre stable malgré les coûteux travaux d'aménagement. On a reconstitué toutes les dalles romaines, une carrière romaine, un amphithéâtre, un seuil lumière. Tout ceci va être offert, je dirais, comme image du département. Ce nouvel épisode de la série Attention Grands Travaux revient sur ce chantier et ses retombées locales. Attention Grands Travaux, le pont du Gard, ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr. Pour son dernier numéro de la saison, la politique c'est net. Rembobine l'année du fiasco à l'UMP en passant par le tweet papal, sans oublier le Harlem Shake. La politique c'est net fait son palmarès 2012-2013. La politique c'est net, ce soir à 23h sur Public Sénat.